Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sabrina Sebaï, bonjour. Vous êtes députée NUPES et vous faites partie de la trentaine de parlementaires qui ont signé une tribune dans Libération qui appelle à la régularisation des travailleurs sans papier. Est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont les mesures qui sont présentées dans cette tribune et nous dire pourquoi vous avez choisi de la signer ? Oui, bonjour. Alors effectivement, cette tribune, il y a 3 principales propositions qui la composent. Donc la première, effectivement, c'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les domaines où on fait beaucoup appel à la main-d'œuvre sans papier. Donc c'est une mesure qui est importante, qui va changer la vie de milliers de personnes. Donc c'est une des mesures. La deuxième est de redonner le droit de travail pour les personnes qui sont en demande d'asile. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir travailler, nous les mettons nous-mêmes en situation de précarité. Donc, je pense aussi que c'est une mesure qui aura toute son importance. Puis la troisième, qui va concerner, elle, tout le monde, c'est de fixer un plafond de délai pour les rendez-vous en préfecture en ce qui concerne la demande, justement, de renouvellement de titre de séjour. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis députée sur la circonscription de Nanterre et Suresnes. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas sollicitée sur des retards sur la question du renouvellement de titre de séjour et où on a des personnes qui tombent dans la précarité parce que au bout d'un moment, leurs droits sont coupés. Je pense aux APL, je pense à d'autres, des personnes qui ont été licenciées parce que leur titre n'était plus valable, alors que ce ne sont que des retards en préfecture. C'est pas juste un bout de papier, c'est des vies entières derrière qui sont fragilisées suite à cela. J'ai même eu des personnes qui ont été licenciées parce qu'on avait des retards en préfecture sur leur titre de séjour. Donc je pense que cette mesure est extrêmement importante et elle va concerner énormément de monde. Et cette mesure, elle n'est pas déjà dans la loi immigration qui arrive ou qu'est-ce que vous attendez justement de cette loi en préparation ? Eh bien, de cette loi, on attend déjà que ces 3 mesures soient appliquées. Moi, si vous me demandez, moi je suis pour la régularisation de tous les sans-papiers aujourd'hui, bien évidemment. Je n'oppose absolument pas les deux. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à percevoir où veut aller le gouvernement. Quels sont les alliés qu'ils vont choisir pour faire passer ce texte à l'Assemblée nationale. Et moi, la réalité, c'est que je me dis, si on peut prendre, on va prendre le maximum de ce qu'on peut sur ce texte. Donc s'il faut batailler pour obtenir dans un premier temps la régularisation de ces travailleurs sans papier, leur réduction ou un plafonnement des délais d'attente en préfecture, eh bien nous nous battrons pour les obtenir. Et dans le cadre du débat, nous déposerons d'autres amendements pour aller encore plus loin sur ce texte. Mais est-ce que c'est entendable aujourd'hui, quand on voit l'arrivée massive de migrants à Lampedusa, plus de 6000 migrants qui sont arrivés ces derniers jours, de dire qu'on va encore multiplier la régularisation, les aides sociales, alors qu'il y a une crise, que de nombreux Français avec papier, eux, ont du mal à joindre les deux bouts. Est-ce que c'est quelque chose qui est entendable dans le débat aujourd'hui ? Alors, peut-être que c'est pas entendable, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question des conséquences de ce que nous produisons. Je m'explique. Aujourd'hui, on a un continent qui est l'Afrique, qui est énormément touché par la question climatique. C'est un continent qui émet 4% des gaz à effet de serre. Donc très peu, en réalité. Ils subissent les conséquences de notre activité. Donc on va avoir des pays entiers qui vont être dévastés par des sécheresses, par des guerres, des conflits, d'autres événements qui les poussent à émigrer pour la plupart d'entre eux. Donc jusqu'à présent, c'était plutôt des immigrations, enfin en tout cas des mouvements est-ouest. Aujourd'hui, ça commence à être, oui, des mouvements sud-nord. On a des questions qu'il faut régler. Par exemple, je pense à la procédure Dublin. L'Italie aujourd'hui qui fait face, et la Grèce notamment, qui sont les portes d'entrée principales au niveau de l'Europe, ces 2 pays sont en difficulté à cause de cette procédure Dublin. Donc déjà, ça c'est le premier élément. Vous me parlez de 6000 personnes. Est-ce que vous pensez qu'à l'échelle de l'Europe, nous ne sommes pas en capacité d'accueillir 6000 personnes aujourd'hui ? Moi je pense que oui, et on peut même en accueillir plus que ça. Donc la réalité, c'est qu'on va devoir faire face à de l'immigration. En tout cas, moi j'appelle ça plutôt des mouvements de réfugiés, parce qu'il va y avoir des conditions climatiques qui font qu'ils ne pourront plus vivre sur certains territoires. Et en fait, la réalité, la question qu'on doit se poser, c'est pas comment faire pour les empêcher d'arriver, mais comment créer les conditions pour les accueillir dignement. Et ça, on est en capacité de le faire. Ce sont des choix politiques qui ne sont pas faits aujourd'hui. Mais ce serait quoi les conditions ? Il faut un marché du travail qui fonctionne, il ne faut pas autant de chômage, par exemple. Il faut revoir le budget de l'État aussi. Enfin, quelles sont les conditions pour accueillir dignement des milliers de réfugiés climatiques ou économiques en Europe, par exemple ? Mais le marché du travail, il fonctionne. Vous voyez bien, je ne parle même pas des métiers en tension, mais il y a plein de secteurs.
Aujourd'hui, vous avez par exemple des restaurateurs qui ferment, faute de main-d'œuvre. Vous avez des hôpitaux qui sont dans une crise sans précédent. Le métier du soin, le métier pour la petite enfance, pour les personnes âgées. On a plein de secteurs qui recrutent et qui sont dans le besoin de recruter des personnes. Mais au-delà de ça, nous avons aussi un devoir de solidarité. C'est tout simplement une question d'humanisme, de se dire qu'on ne peut pas laisser des personnes mourir en mer comme c'est le cas aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que la politique migratoire qui est mise en place aujourd'hui, et notamment Frontex, qui ne sert qu'à refouler plutôt que d'accueillir dignement, ne limite pas ou n'empêche pas la venue de ces personnes qui ne fuient pas parce qu'elles ont envie spécialement de venir vivre chez nous. Elles fuient parce que chez eux, c'est devenu invivable. Donc, c'est à nous de travailler justement à faire en sorte qu'elles arrivent dans de bonnes conditions et qu'on évite justement le nombre de morts, les milliers de morts qu'il y a en Méditerranée aujourd'hui. Il y a aussi la question du Maghreb, puisque de nombreux de ces migrants subsahariens parlent d'un racisme des pays d'Afrique du Nord, de vols, de violences, etc. Et donc ils préfèrent venir en Europe où ils espèrent être mieux accueillis. Mais on voit que l'accueil aujourd'hui, il n'est pas forcément meilleur. Quand on voit les tentes de nombreux réfugiés clandestins migrants, quand on voit ce qui se passe dans le nord de la France, on est loin du compte en réalité. Oui, mais là, on parle de la France. Je pense qu'on est quand même un pays qui se revendique d'être humaniste, la patrie des droits de l'homme. Justement, ça devrait tous nous questionner collectivement d'avoir des personnes qui sont dans des tentes, des enfants aussi qui sont dans des tentes, et pour lesquels, en réalité, nous serions en mesure de faire des accueils comme il se doit. Mais encore une fois, c'est une question de volonté politique. Si on y met les moyens, si on est ambitieux sur cette question-là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je ne vois pas pourquoi on accepterait de maintenir des personnes dans la peur, dans l'oppression, dans le fait qu'elles soient mal payées aussi parfois, parce qu'elles n'ont pas de papier, qu'elles acceptent tout et n'importe quoi, alors que ces personnes-là qui travaillent depuis des années dans notre pays pourraient tout à fait être régularisées, travailler, payer leurs impôts, participer à la vie économique de notre pays sans aucun problème. Alors, cette tribune, c'est pas toute la NUPES qui l'a signée, vous êtes membre de ELV. La France Insoumise n'a pas signé. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans les discussions? Alors moi, je vous avoue que j'étais pas forcément dans les discussions. J'en ai plus discuté avec Julien Bayou, donc c'est comme ça que j'ai été amenée à signer cette tribune. J'entends quelques camarades effectivement de la France Insoumise, mais pas que, aussi chez Europe Écologie Les Verts d'ailleurs, qui sont un peu circonspects, qui pensent voilà qu'il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que il y a une réalité, c'est qu'il y a des travailleurs, et si certains, je ne parle pas de mes camarades de la NUPES, ont intériorisé que les personnes qui nettoient nos toilettes ou qui font la plonge dans les restaurants doivent rester dans des conditions de travail déplorables parce que sans papier, eh bien je ne suis pas d'accord. Et moi, si on me dit demain, eh bien on peut faire passer le fait qu'on régularise des milliers de personnes, eh bien je prends. Voilà, je prends, mais je me battrai pour continuer à défendre aussi les autres. Mais il y a aussi, sur la cohésion de la NUPES, les européennes qui arrivent, et ELV a clairement assumé le fait d'avoir une liste à part pour les européennes. Comment c'est vécu ça dans le groupe Dans le groupe en général de la NUPES ? Je pense que il y en a qui se sont exprimés ouvertement, donc on sait à peu près ce que pensent les uns et les autres sur la question des européennes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que y a eu un vote des adhérents et des militants Europe Écologie Les Verts, à plus de 80%, qui demandent l'autonomie sur cette élection des européennes. Donc moi, je respecte bien sûr ce vote des adhérents, je ne vais pas commenter ce vote, mais la réalité, c'est que moi, ce que je dis, c'est qu'il y a la séquence des européennes, qui est un scrutin très particulier. On est sur une proportionnelle à un seul tour, donc voilà, c'est un scrutin très particulier, mais que surtout, ce dont on doit discuter collectivement, c'est préparer la suite. Et pour moi, la suite, c'est déjà 2027, et c'est créer les conditions, justement, pour qu'en 2027, il y ait une candidature, que nous soyons au deuxième tour, et que nous gagnions cette présidentielle. Mais comment ce serait envisageable, s'il n'y a pas de liste commune aux européennes, d'envisager justement une liste commune en 2027 ? Est-ce que c'est pas là le début de la fin de la NUPES? Mais on parle beaucoup des européennes, mais je pourrais vous dire au sénatorial, il y en a qui vont chacun de leur côté, on aura les municipales. Je ne suis pas certaine que dans les 36 000 communes de France, il y aura des listes NUPES. J'ai envie de dire, ce sont les élections. C'est comme ça, chaque élection a son mode de scrutin, a sa particularité, a sa dynamique aussi, qu'elle soit locale, nationale, européenne. Ce sont le jeu des élections. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si on veut vraiment changer les choses, eh bien, la date de 2027, elle est cruciale pour nous, et c'est sur celle-ci qu'il faut travailler. Je pense que là, pour le moment, effectivement, tout le monde parle des européennes parce que c'est l'année prochaine et qu'on est vraiment dans cette temporalité-là, mais on sera, je le pense, tous responsables pour se dire que nous devons préparer 2027, nous devons faire en sorte d'être au deuxième tour et de gagner la présidentielle. Mais ça reste difficile si les listes
séparés des membres NUPES font pas un gros score, parce qu'il y a quand même un appel à l'union du côté NUPES pour les européennes. Mais oui, mais c'est une question de stratégie électorale. La NUPES, vous savez, quand elle s'est construite, c'était une coalition pour gagner le maximum de députés et faire en sorte d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Parce que le mode de scrutin fait que c'est en y allant tous ensemble que nous pouvons gagner le maximum de députés. Les européennes, comme c'est un mode de scrutin à la proportionnelle, eh bien, certains pensent aujourd'hui qu'en y allant séparément, nous aurons plus d'eurodéputés. Donc la question, en réalité, c'est est-ce qu'on veut plus de députés européens NUPES ou est-ce qu'on veut une liste unique NUPES? Et ça, je pense, voilà, il y a des militants qui ont tranché la question, il y en a d'autres qui sont plus... Enfin voilà, c'est des stratégies différentes. Ouais, c'est aussi une vision différente de l'Europe, parfois irréconciliable. Parfois sur certains sujets, mais moi j'ai presque envie de vous dire, par exemple, si on prend la loi de programmation militaire, on a réussi à déposer des amendements communs, à travailler ensemble, y compris sur des sujets qui semblaient pas forcément évidents au départ. Ouais. Alors un autre sujet qui est important, c'est celui des violences dans le sport. Vous êtes rapporteuse de la commission d'enquête sur le dysfonctionnement au sein des fédérations sportives en France. Vous avez lancé un site Balance ton sport où les sportives et sportifs peuvent dénoncer des actes de violence sexuelle, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les récents témoignages et qu'est-ce que ça dit en fait du monde du sport à un an des JO ? Alors effectivement, depuis juillet, on a commencé à travailler dans le cadre de cette commission d'enquête, donc sur les dysfonctionnements au sein des fédérations et du mouvement sportif en général. Ce que je peux vous dire, c'est que les témoignages sont vraiment glaçants. Les premiers témoignages qu'on a eus sont terrifiants, même qu'on ait pu confier justement et laisser faire certaines choses au sein de certaines fédérations sportives. Et à côté de ces auditions qu'on a pu avoir à l'Assemblée nationale, nous avons reçu par ailleurs des témoignages. Des témoignages par tout type de canal, que ce soit, moi je sais que j'en ai reçu par Instagram, Twitter, Facebook, par mail, par d'autres collègues qui m'ont dit, voilà, le club chez moi veut être auditionné. Et en fait, avec la présidente, à un moment, on s'est dit, mais on ne pourra pas auditionner tout le monde. Mais pour nous, c'était important de dire à ces victimes ou à ces témoins que chaque témoignage compte. C'est pourquoi, en fait, il y a eu la naissance de cette plateforme, finalement, Balance ton sport. L'idée n'est pas du tout de remplacer ce qui existe aujourd'hui par le biais des associations ou la cellule du ministère des Sports. D'ailleurs, ça questionne, parce que, vous savez, sur les athlètes qu'on a reçus, ils nous ont dit ne pas avoir connaissance de cette cellule qui a été mise en place il y a 2 ans par le ministère des Sports. Donc voilà, quand on n'est pas au courant de là où on peut déposer les signalements, c'est quand même un problème. Et où on peut le faire? Alors c'est sur cette plateforme maintenant aujourd'hui, c'est plus simple? Cette plateforme, elle sert à recueillir des témoignages et sur la plateforme, on redirige, en tout cas il y a les liens pour la cellule du ministère des Sports, sur le 119 également pour les mineurs, mais aussi on indique très clairement que s'il y a des victimes qui souhaitent aller plus loin, notamment sur des procédures judiciaires, eh bien nous leur transmettrons les coordonnées des associations qui travaillent aujourd'hui dans ce domaine-là, qui sont elles spécialistes pour traiter ces demandes. Mais voilà, la réalité, c'est qu'on a des témoignages qui sont extrêmement graves. Il y a une sorte d'omerta qui a régné pendant des années dans ce mouvement sportif. Donc voilà, on est à 1 an des JO. On a 2 sportifs notamment qui sont à l'INSEP dans la fédération d'athlétisme, qui nous ont dit que potentiellement il y avait des athlètes qui avaient été accusés dans des agressions sexuelles et qui sont aujourd'hui, semble-t-il, de ce qu'elles disent, protégés par la fédération d'athlétisme parce qu'ils sont potentiellement médaillables l'année prochaine. Donc qu'est-ce que ça dit de notre sport? Est-ce que c'est le prix qu'on doit payer pour avoir des médailles? Moi je ne le pense pas et je pense qu'on doit être très nombreux en France à ne pas le penser. Donc aujourd'hui vous êtes en train de dire que les fédérations ne jouent pas le jeu? Eh bien aujourd'hui ce que je dis, c'est que ce que nous disent les victimes, c'est qu'effectivement, il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les victimes soient entendues, que le travail de signalement et le traitement administratif ou judiciaire soit correctement fait, parce qu'il y a encore des personnes visiblement qui sont en poste et qui ne devraient plus l'être aujourd'hui. Des entraîneurs, des entraîneurs, des personnes qui sont en contact de mineurs, voilà, qui ont eu des signalements, qui ont même des interdictions parfois de travailler auprès d'un public jeune et qui sont toujours en poste dans certains clubs. Et vous attendez un événement majeur, ou du moins une traduction dans la loi avant les JO, quelque chose, une sorte d'électrochoc dans le monde du sport? Eh bien, moi, je pense déjà qu'il y a un premier électrochoc. En tout cas, je l'espère fortement, parce que vous savez, on a aussi eu des sportifs qui étaient désespérés en nous disant ça fait 20 ans qu'on dénonce et il ne s'est rien passé. Donc, moi, ce que je veux surtout pas, c'est qu'à la fin de cette commission, on se dise, eh bien, en fait, c'est encore une énième commission, mais en fait, il ne se passera rien. À la fin de la commission, en tout cas, nous, on est très volontaires là-dessus. On fera des propositions, qu'elles soient du point de vue législatif ou peut-être réglementaire. On verra comment ça se passe. Mais l'objectif, vraiment, c'est de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais dans notre mouvement
mouvement sportif. Merci beaucoup Sabrina Sebaï d'avoir été au micro de Sud Radio aujourd'hui. Merci. Merci.